Quand je lis Homère, écrivait le philosophe Alain, je fais société avec le poète. Société avec Ulysse et avec Achille, société aussi avec la foule de ceux qui ont lu ses poèmes, avec la foule encore de ceux qui ont seulement entendu le nom du poète. En eux tous et en moi, je fais sonner l'humain. J'entends le pas de l'homme. Le commun langage désigne, par le beau nom d'humanité, cette quête de l'homme, cette recherche et cette contemplation des signes de l'homme. Devant ces signes, poèmes, musique, peinture, monuments, la réconciliation n'est pas à faire, elle est faite. Quelle magnifique définition de la culture. Mais XXe siècle oblige, elle ne peut plus être tout à fait la nôtre. Le temps où l'on pouvait parler d'humanité en toute innocence est révolu. L'irréconciliation est notre lot. Quand je lis Céline, puis-je affirmer que je fais société avec lui, comme avec Homère, Dante ou Montaigne? Et sinon, quel rapport se noue entre lui et moi, son lecteur ébloui et révulsé? Voilà la question que traiteront Henri Godard, auteur entre autres d'une poétique de Céline et de Céline Scandale, et avec Patrick Kéchichian, qui est critique littéraire et qui est ancien chef adjoint du Monde des Livres. Nous partirons d'un fait, de deux faits plutôt. Le choix, par le ministère de la Culture, d'inscrire Céline, mort en 1961, dans le recueil des célébrations nationales de l'année 2011, et le choix de l'en retirer après les protestations de Serge Klarsfeld, le président de l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Vous étiez associé à la première décision, ou en tout cas mise à contribution par ceux qui l'ont prise, Henri Godard, puisque vous avez rédigé la notice Céline du recueil. Que pensez-vous de la seconde, et plus généralement, quelles leçons tirez-vous de cette péripétie mémorielle? Pour moi, toute cette affaire est un enchaînement de maladresses sur lesquelles il faut que nous tirions un trait aujourd'hui. La première maladresse, c'était naturellement ce choix qui prêtait, avec l'équivoque du mot célébration, qui prêtait à confusion. Quand on m'a demandé de faire écrire cette notice à laquelle j'avais été associé, on m'a dit qu'un comité de personnalités l'avait choisi, que ça s'était passé très bien, etc. J'ai été un peu étonné et j'ai finalement décidé de rédiger cette notice. Encore que précédemment, j'avais considéré, il y a 15 ans, que Céline, en effet, n'était pas un auteur officiel ou institutionnel. J'ai accepté parce que j'ai pensé que les esprits avaient évolué en 15 ans, et avaient évolué dans le sens qui est celui de tout mon travail, et en particulier autour de Malraux, c'est-à-dire la reconnaissance de la création comme une valeur en soi. Et donc j'ai accepté en tâchant de déminer le terrain par cette première phrase qui a été abondamment reproduite, peut-on, doit-on célébrer Céline, et à partir de là, d'examiner le problème. Une autre maladresse, à mon sens, a été d'exiger le retrait de ce recueil, de cette notice. Je trouve que le terme d'exiger était malheureux et que j'aurais parfaitement compris qu'on déplore, qu'on proteste contre la présence de... Mais exiger, placer les choses sur un terrain qui me semblait dangereux. Exiger, c'était donc le verbe utilisé par Serge Klarsfeld. Voilà. C'est ça. Qui m'a choqué quand j'ai reçu le communiqué de l'AFP. Et bon, je trouvais que c'était gros de malentendus. Et ensuite, bon, les maladresses se sont accumulées avec la décision, la manière dont elle a été prise, etc. Pourquoi elle a été prise trop vite, vous pensez? Elle a été prise dans la brutalité, elle a été annoncée. Songez que moi, dont la notice était supprimée, je ne l'ai appris qu'à la conférence de presse de Frédéric Mitterrand. Je n'ai pas eu un coup de fil du cabinet ni de personne d'autre pour m'aviser, ce qui aurait été quand même la moindre des choses. Bon, ne parlons pas de ce qui s'est passé ensuite avec le ministre lui-même, c'est de la péripétie. N'en parlons pas, mais vous en avez parlé, donc dites-en un mot. J'en ai parlé, enfin, on en a parlé pour moi. Oui, j'ai essayé de me présenter au ministre en disant que j'étais l'auteur de la notice, et il m'a tourné le dos.
Et il m'a tourné le dos, ce que j'ai pas apprécié naturellement. Comme il y avait tous les journalistes qui étaient là, j'ai exprimé, vous savez comment c'est, comment réagissez-vous, qu'est-ce que vous ressentez? J'ai dit ce que je ressentais. Ah oui, c'est ça. Il vous a tourné le dos parce qu'il voulait un peu tourner le dos au problème. C'était pas l'individu qui le disait, c'est le problème. Je n'interprétais pas, mais en fait sur le moment, c'était un peu désagréable. Et d'ailleurs, à l'instant, notamment, j'avais le journaliste présent, mais dès que je suis sorti de la salle, j'ai eu des appels partout, de droite et de gauche. Voilà, donc si je voudrais dépasser ça et revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le vrai problème que nous pose Céline à tous, qui est un problème grave, qui est un problème douloureux, dont il faut nous demander comment nous le résolvons, parce que nous sommes de plus en plus nombreux à le résoudre, puisque les lecteurs de Céline sont de plus en plus nombreux, les livres se vendent de plus en plus, etc. Donc ma question c'est ça. D'accord. Alors d'abord, quand même, Patrick Kéchichian, il y a eu une affaire, Céline, avec cette célébration, cette décision, et puis d'inscrire, puis de retirer le nom de Céline du recueil des célébrations. Que pensez-vous de tout ça, Patrick Kéchichian? Je suivrai Henri Godard sur l'idée d'accumulation de maladresse et augmentée et aggravée par des discourtoisies qui sont effectivement pas acceptables. Je serai moins sévère où j'accepte le mot d'exigence qu'a prononcé Serge Klarsfeld, qui ne peut pas recouper la notion de, comme je l'ai entendu à droite et à gauche depuis, c'est-à-dire de censure. C'est-à-dire, est-ce que à droite et à gauche, en tout cas, c'est Solers. Oui, Solers qui a dit que le ministère de la Culture était changé le ministère de la Censure. Voilà, était le ministère de la Censure. Alors, c'est au mieux risible, c'est au pire pitoyable. Enfin, il n'y a pas les raisons pour lesquelles Serge Klarsfeld a fait cette démarche me semblent assez sérieuses et relevées d'une question quand même centrale de notre histoire, de notre mémoire, pour qu'on lui fasse au moins le crédit à lui, mais pas lui n'était que le représentant de quelqu'un, de quelque chose qui était beaucoup plus grave qu'une simple péripétie mémorielle. Donc on peut lui faire le crédit en exprimant cette exigence de comprendre ce qu'elle recouvrait, quelle était sa signification. Alors sa signification, me semble-t-il, c'est que on ne peut pas célébrer Céline. Il est impossible de célébrer Céline. Bon, ça, Henri Godard l'avait dit dès 94 dans son livre Céline Scandale, mais au-delà de cela, il est invraisemblable d'inscrire dans une mémoire officielle. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le côté un peu dérisoire de la chose, tout ça n'a pas beaucoup d'importance, mais puisqu'on est dans le symbolique et puisque c'est la République qui rend hommage à un écrivain, on est en droit et on est en devoir de s'interroger sur ce qui est cet écrivain, ce qu'il a écrit et ce qu'il a fait. Donc, l'un des arguments, c'est Céline n'a pas de sang sur les mains. Je pense que la parole est un acte et qu'il a beaucoup parlé. Alors, avant de quitter définitivement cette polémique, je voudrais... Ah, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire un mot sur le mot censure, précisément. Oui. Parce que c'est un mot qui m'est venu à l'esprit spontanément dans les minutes qui ont suivi, et en réalité, c'est vrai que c'était un faux problème. Il y avait censure pour moi, puisque mon texte était bel et bien censuré. Oui. Mais il n'y avait pas censure en ce qui concerne Céline. Encore que je suis frappé, et depuis ces 3 semaines, j'ai été frappé par le fait qu'on n'est pas toujours très loin de cette volonté de censure. Bon, il y a 15 ans, il y avait eu un livre qui s'intitulait Contre Céline et qui regrettait la présence... Jean-Pierre Martin, voilà, c'est ça? Oui. Qui est venu avec Solers ici d'ailleurs pour en parler. Qui regrettait la présence des 2 derniers tomes de Céline dans la Pléiade. Ça revenait à évacuer 2 volumes sur 4 dans l'édition des romans de la Pléiade. Et encore, il y a eu un tout petit incident mineur, mais dans le Courrier du Monde ces dernières semaines, un lecteur a écrit,
peu importe la direction générale, mais il disait ça reviendrait à mettre Céline au pilon de manière, et le secrétaire de rédaction qui a été chargé de présenter ça, mais Céline au pilon, point d'exclamation. Vous voyez, il y a alors quand même... qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le journaliste qui a mis Céline au pilon, point d'exclamation, il s'indigne qu'on veuille le mettre au pilon, ou ça apparaît comme quelque chose d'ambigu. Quand on lit Céline au pilon, c'est comme une injonction, quoi. Oui. Consciente ou pas consciente, c'est une injonction. Mais enfin, cela dit, c'est vrai que pour le reste, Céline est... Oui. Alors, si mon propos n'a pas été clair, je crois qu'il faut absolument distinguer, bien évidemment, et je donne tort là bien que j'ai beaucoup apprécié son livre, mais à Jean-Pierre Martin, la publication des écrits de Céline, y compris de tous les pamphlets, est absolument nécessaire, indispensable. Henri Godard a fait un travail tout à fait exemplaire sur ce sujet, donc là-dessus, il n'y a absolument pas à revenir. De confondre les deux registres, celui de la célébration et celui des publications, des travaux, des colloques, me semble être une stupidité. Alors, Alain Corbin, justement, dans la préface du recueil des célébrations nationales de 2011, a une phrase qu'on peut retourner contre la présence de Céline, puisqu'il dit « Il n'est pas facile, mais il est passionnant d'établir une liste des individus dignes d'être célébrés, c'est-à-dire de ceux dont l'œuvre, la conduite morale, les valeurs qu'ils symbolisent sont aujourd'hui reconnues comme remarquables. » Là, évidemment, vous avez raison, il ne répond pas à ces critères. Je l'ai oublié dans la liste des maladresses. Céline ne répond pas à ces critères, mais en même temps, Patrick Chichian, on peut dire, oui, une commémoration gouvernementale est problématique. D'ailleurs, on ne voit pas qu'un jour on puisse donner le nom de Céline à un lycée ou à un boulevard, etc. On sent bien que ce n'est pas possible. Mais, quand vous dites on ne peut pas célébrer Céline, pourtant, nous le célébrons tous quand nous disons qu'il est l'un des plus grands romanciers du XXe siècle, qu'il a ouvert au roman des voix nouvelles, qu'il a inventé un style. Ce style populiste existait déjà, mais avec Céline, il a atteint à une poésie absolument remarquable et sans précédent. Cela, c'est de la célébration quand même. Patrick Échichian. Non, je ne pense pas que la lecture en elle-même soit une célébration, ou alors la célébration se passe avec des textes religieux, et que je sache, Céline ne fait pas partie d'un quelconque canon, sauf pour Je ne crois pas que la lecture en soi soit une célébration. Je pense qu'elle requiert de notre part empathie ou antipathie. Elle requiert adhésion ou au contraire condamnation. Elle est la confrontation de la conscience du lecteur avec la conscience de l'écrivain tel qu'il exprime. Alors je veux bien. Céline disait lui-même qu'il n'était pas un homme à idées, qu'il était un homme à style. D'accord, mais il n'empêche des idées, il y en a dans son œuvre. Et donc ces idées, je dois les lire et je dois les comprendre et je dois me rebeller ou me scandaliser quand elles me semblent faire scandale. Mais c'est pas une célébration. Henri Godard. Oui, je voudrais essayer de clarifier un peu cette question éternelle. D'abord, en distinguant les œuvres de Céline, la série des œuvres de Céline. Notre réaction est différente selon que nous considérons les romans d'avant-guerre, les pamphlets et les romans d'après-guerre. Les romans d'avant-guerre dans leur relation aux pamphlets. Alors, si on part des pamphlets, c'est clair que nous ne pouvons être que révulsés, dégoûtés, etc. Et je comprends parfaitement qu'à partir de là, certains veuillent complètement effacer ces lignes de leur horizon, qu'ils le rejettent complètement dans les ténèbres, peu importe. Moi-même, c'est vrai que périodiquement, j'ai été soumis, ou je me suis soumis volontairement à cette épreuve. J'ai relu les pamphlets, et à chaque fois, j'ai eu la réaction de me dire je ne veux plus rien avoir à faire avec cet individu. Voilà. Seulement moi, je suis quelqu'un pour qui la littérature compte, qui suis sensible à un certain nombre des aspects propres de la littérature de Céline, comme le langage, le renouvellement de la prose, etc. Et donc,
une fois que j'ai dépassé ça, je retrouve mon plaisir à lire, mon admiration, et du coup, ce qui se passe, si j'essaye d'analyser ce qui se passe en moi, c'est que ma condamnation, mon dégoût, se trouve non pas annulé, non pas défait, mais il se trouve reculé, il se trouve mis en sommeil. Je lis, j'admire, et en même temps, je sais que il y a derrière cette hypothèque, etc. Mais à partir de ce moment-là, la question se déplace. La question que je me pose, et que je me suis posée pendant ces dizaines d'années où j'ai travaillé sur Céline, c'est pourquoi, de manière positive, pourquoi j'arrive à surmonter quelle est la nature du plaisir et de la puissance que je trouve, littéraire, que je trouve à Céline. Et c'est de là qu'est parti tout mon travail. Est-ce que vous avez le même type d'attitude, Patrick Chichian, face à Céline? Ensuite, je voudrais d'abord poser une question. Est-ce que vous considérez, Henri Godard, que les pamphlets sont une partie intégrante de l'œuvre et participent de la puissance du style et de la voix de Céline? Non, je ne considère pas... Et oui, je considère qu'ils font partie de l'œuvre, bien sûr. Il n'est pas question de les expulser. Cela dit, je ne trouve pas du tout qu'ils soient à la hauteur des romans. Et c'est un des points les plus importants sur lesquels on pourrait s'allonger, mais il faudrait plus de temps que ça. Absolument. Ni pour le style, ni pour la démarche, les pamphlets ne sont de la même veine que le reste de l'œuvre. Il y a un décalage, dans la biographie, j'analyse longuement, et donc que le reste de l'œuvre. Il y a un décalage, bien sûr, ça fait partie que dans la biographie, j'analyse nouveau, etc. Mais ça n'est pas dans le registre du reste de l'œuvre. Oui, alors là-dessus, je voudrais vous livrer une interprétation. Ce n'est pas de la même qualité, l'œuvre de Céline et les pamphlets, mais peut-être faut-il approfondir. Le voyage au bout de la nuit, comme son titre l'indique, est un livre totalement désespéré. C'est la vision la plus noire qui soit possible de la condition humaine. Il n'est pas vrai que Céline ne soit pas un homme à idées. Il y a une pensée très forte et des maximes constantes dans ce livre. Et notamment celle-ci, la grande fatigue de l'existence n'est peut-être en somme que cet énorme mal qu'on se donne pour demeurer 20 ans, 40 ans davantage raisonnable, pour ne pas être simplement profondément soi-même, c'est-à-dire immonde, atroce, absurde. Cauchemar d'avoir à présenter toujours comme un petit idéal universel, surhomme du matin au soir, le sous-homme claudiquant qu'on nous a donné. La guerre est pour quelque chose dans cette vision de la condition humaine, la guerre qui a en quelque sorte sali définitivement aux yeux de Céline tous les idéaux, toutes les religions, la religion drapotique après la religion, tous les recours, il n'y a plus de recours. Mais justement, les pamphlets donnent un recours. Autrement dit, tout d'un coup, il offre une explication. Il sort de cette métaphysique très sombre pour une vision historique et il voit la possibilité de remédier à cette condition de l'homme puisque l'immonde et l'absurde, il les externalise et il les loge dans le juif, avec toutes les conséquences en effet que ça peut avoir. Donc on peut dire que là, il est en retrait sur son œuvre. Au fond, il veut sortir de la nuit et l'antisémitisme est une aurore. Une horreur horrible. Oui, c'est pour ça. Je pense qu'on aurait tort de ne pas parler. Il y a une politique de Céline au sens très large. Mais il y a pas. Je veux pas parler. Je laisse aux historiens le soin de discuter de la valeur et de l'intensité des engagements divers ou des dégagements qui ont été les siens. Ça, c'est un autre problème. Mais il y a bien une idée. Il y a bien une idée du monde, même dans la phrase très belle que vous avez lue du voyage au bout de la nuit. Et quand on prend les œuvres ultérieures, quand on prend Rigaudon d'un château l'autre, il y a une idée du monde, il y a et à un moment donné, dans 37-38, il y a eu le juif qui est devenu comme une sorte de, il a tout concentré sur cette figure à une époque où était en train de se préparer ce qu'on sait qui a eu lieu. Voilà. Et là, on ne peut pas innocenter Céline de cette idée-là, de faire de Céline un homme un pur artiste,
un romancier génial, un homme de style, on ne peut pas l'exonérer des idées qui ont été les siennes et qui ne sont pas des... Bien sûr, Bagatelle pour un massacre est délirant, mais est-ce que ce qui s'est passé était délirant après la Shoah? Est-ce que c'est un acte délirant? Henri Godard. Je suivrai pas jusqu'au bout cette interprétation qui est celle de Philippe Muret sur le renversement et l'issue possible trouvée, etc. Parce que dans ces pamphlets, il y a des diatribes contre les Ariens, contre les Français, qui en termes, bien sûr pour nous c'est pas la même chose, mais à prendre les termes ne sont pas plus positives que les diatribes contre les Juifs. Cela dit, c'est clair. Il y a une c'est vrai qu'il y a une vision, politique, c'est peut-être trop dire, mais il y a une espèce de vision qui a sa cohérence, qui depuis le début se suit, se prolonge de Céline et qui est à base d'un profond déclin d'écrit de l'homme. Encore que, il me semble, quand on regarde les choses de plus près, qu'il faut faire la part de la provocation. Dans un texte comme celui de Voyage, comme Au bout de la nuit que vous avez relu, il y a une volonté jusqu'au boutiste de provocation, de faire réagir. Enfin, c'est clair que l'ensemble est une tonalité, non pas nihiliste, je dirais pas nihiliste, mais enfin, au moins sombre et très... Un pessimisme radical. Vous avez cité Philippe Muret, en effet, qui soutient une thèse proche de celle que j'ai essayé de vous présenter tout à l'heure, mais j'aurais un autre témoignage à faire valoir, auquel j'aimerais que vous réagissiez. C'est celui d'un universitaire juif américain, Milton Indus, qui est donc allé voir Céline au Danemark. Et nous parlerons de Céline au Danemark. Je crois que c'est très important. Mais cet universitaire qui est tourmenté par Céline, puisque l'exergue de son livre, c'est Céline est une écharde plantée dans mon esprit, il faut que je l'absorbe ou la rejette complètement. Ouais. Et il y a quelque chose, une notation assez abrupte, mais très intéressante. Il y a une différence entre le Céline satirique du Voyage au bout de la nuit et le Céline de Bagatelle pour un massacre. Dans le premier de ces deux livres, il dit « L'homme, c'est de la merde », définition qui inclut l'auteur et le lecteur, lequel peut donc se justifier s'il le désire, mais dans le deuxième, il dit « le juif, c'est de la merde ». Cette restriction a deux effets, elle laisse l'auteur en dehors du tableau, et elle flatte la majorité de son public, qui n'en a pas besoin pour être plus puante encore. Donc il y a quand même un déplacement de ce type, même s'il n'épargne personne dans ses éructations de Bagatelle pour un massacre. On n'est pas tout à fait dans le même registre, Patrick Chichon. Céline n'a pas inventé l'antisémitisme, il n'a pas inventé la figure du juif comme une figure de détestation. Il s'est inscrit dans une tradition bien française qui existait, mais simplement cette tradition a trouvé, au moment où il écrivait, au moment où il s'est dit lui-même persécuté, puisque nous reviendrons aux Céline d'après-guerre, mais il a adhérer totalement à quelque chose qui n'était pas comme ça pouvait l'être auparavant une pure idéologie politique, morale, religieuse, mais il a adhéré à quelque chose qui était en train effectivement, qui se préparait comme devant se produire. Et donc là, il y a quelque chose qui est au-delà évidemment de d'un jugement moral. Il y a, ou alors il faut pousser le jugement moral jusqu'à l'excès de son objet, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut plus, qui relève totalement de l'imprescriptible. Tout à fait. Henri Godard, vous seriez d'accord? Oui, je suis tout à fait. Avec les difficultés que pose le témoignage de Indus. Pourquoi? Parce que c'est quand même un itinéraire extraordinaire. Il commence par écrire un article sur les beaux draps délirants d'admiration. Il écrit une préface pour Moracrédit dans laquelle il dit «
pourquoi, on se demande pourquoi on lit quelqu'un d'autre alors qu'on a Céline, etc. Et puis tout d'un coup, à Korsør, là, au Danemark, il découvre Bagatelle pour un massacre. Et alors là, dans des circonstances un peu difficiles. Donc mais enfin c'est un témoignage. Oui, c'est pas seulement un témoignage. Il y a une idée forte quand même. Par son parcours. Il y a une idée forte là, oui. dans en plus, il est celui dans ce déplacement avec qui Céline a eu la correspondance la plus riche. Oui. Toutes les lettres à Milton Indus, par qui il se sentait admiré, sont riches, extrêmement puissantes. Alors, avant que nous n'en venions au thème plus général de, justement, la mémoire de la création, de l'autonomie de la création, qui serait une des conquêtes du temps présent, comme vous l'avez dit Henri Godard, un mot sur le Céline d'après la guerre. Parce que, oui, on connaît, même si on ne les a pas lus, ces pamphlets, on en a lu quelques extraits, il est allé au summum de la vocifération. Le ton est différent après-guerre, mais c'est ça qui est peut-être le plus terrible, et c'est qui rend Céline absolument impardonnable, il est totalement irrepenti. Il plaide pour lui-même, exclusivement pour lui-même, et je lis par exemple dans le beau livre de Philippe Roussin, Misère de la littérature, terreur de l'histoire, Céline et la littérature contemporaine, une confidence écrite à Paulan sur Proust. Et nous sommes en 1949. Proust, s'il n'avait pas été juif, personne n'en parlerait plus. Il n'écrit pas en français, mais en franco-yiddish tarabiscoté, absolument hors de toute tradition française. Et l'on sait quelle place Céline accorde au style français, à la tradition française, comment il veut lui-même, malgré toutes ces ruptures, s'inscrire dans cette tradition. Donc, on lit ça, on a effectivement la réconciliation dont parle Alain, là, est totalement impossible. Patrick Kéchéchian. Oui, mais à la limite, ça, c'est encore dans la... J'excuserais plus ce type de phrase, même si elle est ignoble, que certains propos cités dans la très belle édition de la correspondance qu'Henri Godard a sortie dans la Pléiade, où j'ai lu des choses tout à fait surprenantes que j'ai essayé de citer dans mon article. Quand il dit que le persécuté, c'est lui, enfin, je veux dire, là, on est en 46, et il continuera à s'exprimer de cette manière pendant toutes les années suivantes. L'idée que ce qui s'est passé, il ne peut pas le voir, il ne veut pas le voir, il ne veut rien entendre dessus, ça relève de l'impardonnable. Ça, c'est encore plus que des considérations un peu idiotes, mais qui pourraient à la limite s'expliquer dans la mesure où le style de Proust, effectivement, le style de, si on prend là, Henri Godard sera plus à même que moi pour y répondre, mais le style de Proust et celui de Godard sont dans une antinomie. De Godard, celui de Céline. De Céline, pardon, sont dans une antinomie totale, enfin, et que Céline Total, juge mal. volontaire, et que Céline juge mal le style de Proust, c'est la moindre des choses. Oui. Oui, enfin, c'est pas la peine de le... Non, c'est pas la peine de le yiddishiser, si j'ose dire. Proust yiddish, franchement. Mais quand il se moque du port de l'étoile jaune, quand il se dit que les gens qui étaient le plus spoliés, ce n'étaient pas les juifs, mais c'était lui, enfin, là, il y a quelque chose qui me laisse beaucoup plus... Avant que Henri Godard ne vous réponde, je vais lire la citation que vous faites de cette correspondance Patrick Kéchéchian dans votre article du Monde. Il n'y a jamais eu de persécution juive en France. Les juifs ont toujours été parfaitement libres, comme je ne le suis pas. Voilà. Libres de leur personne et de leurs biens dans la zone de Vichy pendant toute la guerre. Dans la zone nord, ils ont dû arborer pendant quelques mois une petite étoile. Quelle gloire! Je veux bien en arborer 10. Voilà. On a confisqué quelques biens juifs avec El Chichi, qu'ils ont récupérés depuis lors. Et comment, à intérêt composé, mes biens ne me seront jamais rendus. Donc, si vous voulez, effectivement, il n'éricte plus, mais il gémit. Et je trouve que le Céline pleurnichard est plus insupportable encore que le Céline imprécateur, Henri Godard. Bon, c'est bien pourquoi tout à l'heure je proposais d'examiner séparément les trois temps de cette œuvre, et le troisième est celui en effet qui pose le plus de problèmes. Cela dit, on en revient toujours au même. Les 3 derniers romans sont parmi les volumes les plus lus à l'heure actuelle. C'est-à-dire que tout le monde
parce qu'il y a dans ces romans, sous forme de pointes, sous forme d'allusions, etc., quelque chose qui ressemble à ce qui est dans les lettres. Et donc c'est là que nous sommes confrontés, c'est là que nous sommes sur le roc, si je puis dire. Et alors je voudrais dire, ce qui est au risque de paraître difficile, je voudrais dire que il me semble qu'on ne peut pas détacher ça du rapport nouveau qui fait partie de Céline, le rapport nouveau, lecteur bénévole, cher lecteur, etc., de complicité, etc., qui le renverse en un rapport de conflit continuel. Et c'est à dose homéopathique, ce qu'il laisse passer dans ces romans, c'est bien ce qui peut le plus animer, prolonger absorbons, si je puis dire, nous absorbons que je m'intéresse plus à ce qui est dans les romans que ce qui est dans les lettres. Les lettres, je les ai publiées volontairement, bien sûr, mais ce qui est dans les romans, ce passage de 3-4 lignes dans lequel il évoque clairement sous un nom d'emprunt Anne Frank, avec la même idée, grosso modo, il s'agit du film tiré ou des films tirés d'Anne Frank, en disant on lui fait plus fête que moi, ou Alors, c'est dans quoi, ça? Dans Nord. C'est dans Nord. C'est dans Nord. Dans Nord, il y a un passage sur Anne Frank où il se compare à elle, il dit qu'elle s'en est mieux sortie, c'est ça? Oui, il dit tout le monde est là, prêt, etc., alors que moi on me boude, on me laisse, etc. Oui, mais alors ça, justement, en plus, on est quand même... Bon. Oui, mais c'est étonnant parce que il ne renie rien. Il y a, comme diraient les Anglais, ce self-righteousness de Céline. Les événements du monde, c'est-à-dire le génocide qu'il ne pouvait pas prévoir, même si, fantasmatiquement, il l'appelait de ses voeux, tout cela ne l'atteint pas, ne le tourmente pas, parce qu'il est le centre du monde. Le centre du monde, plus qu'Anne Frank encore, c'est lui. Le persécuté, c'est ça, je suis le persécuté, donc tout est fait contre moi, mégalomanie de la paranoïa. Mais là, j'en viens peut-être à cette question de la création. Après tout, la littérature, notamment la littérature romanesque, c'est un exercice de décentrement. Le lecteur se décentre, l'auteur se décentre, et on a accès à autre chose que soi. Et alors, comment concilier, si vous voulez, cet autocentrisme frénétique de Céline avec la grande création? Est-ce que ça n'affecte pas sa création même, en son cœur, en son fondement? Oui, mais le fait est que, avec ce handicap, ce qui pourrait être ce handicap, il est celui qui donne de son temps, et en particulier des 2 guerres mondiales, l'image la plus extraordinaire, la plus forte, la plus convaincante. Et c'est bien là, et ça pose un problème plus général sur le rapport du roman à l'expression de son temps. Il est, dans cette trilogie, des romans d'Allemagne, il est avec les bombardements, il est avec les esprits dérangés dont il fait une galerie extraordinaire, il est celui qui montre une face de son temps infiniment plus percutante, qui nous atteint davantage. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, Patrick Echichian? Oui, à la seule réserve que il y a quand même une des faces de ce temps. Bien sûr, c'est un extraordinaire écrivain de la guerre. Enfin, je comprends ce que dit Henri Godard, et je le partage pour une part, mais il me semble qu'on ne peut pas dire qu'un romancier rende compte en toute conscience de son temps s'il est à ce point aveuglé, ou s'il a une telle volonté de négation d'un événement central qui s'est passé au cœur, qui s'est passé sous ses yeux, dans son temps, dont il pouvait mesurer le drame, la profondeur métaphysique, et qu'il n'a pas voulu mesurer. Parce que ça mettait en cause, ça mettait en danger sa création, ça mettait en cause. Je pense que c'était quelqu'un, enfin je veux pas faire de psychologie à la petite semaine, mais il me semble que c'était quelqu'un qui avait besoin de se nourrir de cet aveuglement pour parvenir à cette vision extraordinaire, à ce style si puissant, mais simplement
c'était au prix d'une négation, à mes yeux, terrifiante et qui le discrédite définitivement. À la fois comme artiste et ah, vous diriez même comme artiste? Oui, bien sûr, parce que donnerait un artiste des idées qui sont les siennes, qu'il exprime sous diverses formes. Il n'a pas écrit de traité de philosophie, il n'a pas écrit de traité d'histoire, mais simplement des idées sur l'histoire, sur la philosophie sont présentes dans son œuvre. Est-ce que vous êtes lecteur, vous, Patrick Échichon, de ces derniers romans? Nous avons tous lu Voyage au bout de la nuit. Difficile de ne pas admirer cette œuvre extraordinaire, mais est-ce que vous avez une certaine familiarité avec Nord, Rigaudon? Oui, je les ai lus, je n'ai pas de familiarité. J'ai une là, ma subjectivité de lecteur, mais c'est pas ça qui est très intéressant, on choisit tous des auteurs qui nous sont plus ou moins proches, et c'est vrai que je relisais récemment les entretiens avec le professeur Y, et j'éclatais de rire à toutes les pages, tellement c'est drôle, et tellement, mais en même temps, j'avais envie de jeter le livre, même ce livre-là, qui semble-t-il est presque innocent, mais j'avais envie de jeter le livre au travers de ma pièce, tellement j'étais outré par le contenu, alors que Entretien avec le professeur Y pourrait passer pour un livre presque... Mais c'est un livre, à mes yeux, insupportable. Vous nous donnez une illustration exemplaire du problème Céline. Je ris, j'apprécie, et encore, alors dans les entretiens avec le professeur Y, c'est l'exemple minimal. Oui, c'est l'exemple minimal, mais... Parce qu'il n'y a pas tellement à chercher querelle dans le... Je crois que c'est ça, moi, plutôt que la psychologie ou le bilan de l'individu Céline, ce qui m'intéresse, c'est notre réaction à tous. Comment j'en suis encore à attendre quelqu'un qui me dirait, et que je respecterai pour cela, quelqu'un qui me dirait, j'ai lu tel livre de Céline, c'est un livre formidable, j'ai pris plus de plaisir qu'à beaucoup de choses, mais à cause de ce qu'il a écrit d'autre part, je n'ai pas lu le reste, ou je rejette, etc. J'ai jamais rencontré ça. Oui, d'ailleurs, moi je pourrais témoigner, non pas en mon nom, mais cette association, mais c'est ma mère qui, quand j'étais adolescent, alors que c'est une rescapée, m'a parlé de Céline avec une admiration considérable. Elle découvrait notamment, c'était pas simplement un voyage au bout de la nuit, mais elle a adoré D'un château l'autre. Elle a été émerveillée par ce livre, ce style, cet emportement, ce dont vous parliez tout à l'heure, Henri Godard. D'un autre côté, quand vous faites allusion l'un et l'autre aux entretiens avec le professeur Y, moi, c'est un livre que j'avais aussi envie de jeter par-dessus la pièce. C'est pas si innocent que ça, parce que je suis un homme de style, Qu'est-ce qu'il nous raconte? Lui, c'est seulement la musique. Enfin, je veux dire, tout ça est quand même un plaidoyer pro-domo cousu de fil blanc. Et puis, je voudrais qu'on s'interroge sur le rire de Céline. Parce que, justement, il ne rit jamais de lui-même, au fond. Il rit toujours des autres, puisque lui, dans une position d'innocence absolue, de toute puissance paranoïaque, et je cite à nouveau des passages du livre de Philippe Roussin, parce que lui-même cite Valéry et Queneau sur l'humour, notamment un texte de Queneau absolument extraordinaire, contre un certain type d'humour qui était devenu le rire du lynchage. Il dit cet humour-là s'attaque à ce qui est le plus difficile, à ce qui demande le plus de vertu, à tout ce qui s'élève, et fait ainsi cause commune avec la médiocrité. Il est une force qui tente à tout déprécier, à tout abaisser, et l'on y vient prêter aide. Les médiocres ne peuvent tolérer qu'il puisse exister parfois quelque grandeur, les humoristes non plus. Et là, j'en viens peut-être à un problème qui dépasse celui de l'antisémitisme de Céline. N'y a-t-il pas chez lui comme une griserie du dégrisement, c'est-à-dire tout est laid, tout est atroce, derrière le surhomme il y a un sous-homme claudiquant, etc. Et au fond, est-ce que sa création est ainsi capable de saisir les ambiguïtés de l'humain, les ambiguïtés de la réalité humaine, dès lors qu'il a ce parti pris
dans lequel le rire joue son rôle, ce parti pris de dénigrement systématique. On pourrait dire aussi ce parti pris de comique systématique. Oui. Il est celui qui, de n'importe quoi, par une vision décalée, peut trouver, ou pas dans les registres de style, les registres de langue, peut trouver matière à faire rire. Je crois que le rire est central. Parmi quand je m'interroge sur les atouts de Céline, ce qui explique que nous passions, que nous mettions en sommeil un certain nombre de choses, de réprobations, etc. Bon, il y a en premier lieu, de loin, la question du renouvellement de la prose française. Oui, ça, c'est il sûr. a inventé, je lisais encore récemment à propos de mon travail actuel, Emmanuel Berle, en 36 ou 37, écrit « Il faut passer l'éponge sur les bagatelles parce que... Berle, c'est pas n'importe qui, parce que il a révolutionné le langage, etc. » Et là-dessus, je pense qu'il faut dépasser le seul langage populaire. L'intérêt l'introduction du langage populaire dans Voyage au bout de la nuit, etc., qui était déjà un formidable une percée. Mais le plus extraordinaire, c'est la progression par laquelle il déconstruit petit à petit la phrase française, la phrase écrite, je veux dire. Il la désacadémise. Oui, mais il la fragmente, il la remplace par autre chose. Et j'ai essayé de montrer dans un autre livre, dans le chapitre d'un autre livre qui est sur le roman au XXe siècle, oui, qui s'intitule Le roman mode d'emploi, que c'était finalement le plus profond de cette révolution, était une révolution dans notre expérience de la temporalité. Parce que la phrase écrite suppose toujours que l'on prenne une vision de l'extérieur qui prévoit la fin, qui l'organise, etc. Alors que là, avec ce style morcelé en courts fragments séparés par ces fameux 3 points, il réalise une espèce de coïncidence de la conscience avec elle-même. Je crois que c'est quelque chose d'une très très grande portée. Mmh. Oui, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je suis moins un lecteur et un spécialiste loin de là de Céline, mais effectivement, ce rapport à la temporalité, à cette mise en scène immédiate de la conscience par le rire notamment, enfin, et par la destruction. Enfin, mais ce qui me retient tout de même, et je reviens à votre question, Alain Finkielkraut, c'est vrai, ce rire a quelque chose de destructeur, et le seul élément, le seul sujet qui n'est pas détruit par le rire, c'est lui-même. Et là, il y a quelque chose qui m'éloigne de lui. Évidemment, je me sens aucune proximité, donc le problème ne se pose pas, mais qui m'éloigne aussi de ses livres. Il y a quelque chose que je ne peux pas auquel je ne peux pas adhérer, même du point de vue stylistique, même du point de vue à l'intérieur de la force, de la puissance stylistique, il y a quelque chose qui me rejette loin, et l'apport sûrement très grand de Céline dans la littérature, mais comment peut-on mesurer cela, n'est pas un argument suffisant pour me le faire aimer, retenir, ou en tout cas et faire comme vous le proposiez, discriminer entre ce qui est l'aspect ignoble et ce qui serait un aspect artistique plus acceptable et plus recevable. Henri Godard. Oui, je pense pas que le rire, si ravageur soit-il, soit jamais inhumain. J'en reste à Rabelais, le rire est le propre de l'homme, et ce qui nous propose, ce qui arrive à arracher, à nous obtenir le rire de nous, ne peut jamais être complètement. Vous diriez ça ? Complètement négatif. Il ne faut pas oublier que justement pendant la Deuxième Guerre mondiale, les bourreaux riaient beaucoup. Oui. Il riait tout le temps. Le rire couvrait la voix de la souffrance. La barbe, etc. Je ne veux pas dire, ça n'a rien à voir avec le rire de Rabelais, ça n'a sans doute rien à voir avec le rire de Céline, mais qu'il puisse y avoir un rire barbare, c'est-à-dire le rire du handicap, le rire de la faiblesse, etc. Ça, je crois que c'est indéniable. Il y a aussi une civilisation du rire qui passe par l'humour comme distance à soi. Et il me semble que c'est de cette distance que Céline n'est jamais capable. Et ce qui me gêne, c'est qu'il n'est pas tourmenté, si vous voulez.
il est indigné, pour reprendre un mot en vogue. Et jamais tourmenté d'ailleurs, et ceux qui le défendent ne le sont pas non plus. Et je ne parle pas de vous. Vous auriez plutôt, tout à fait, vous, un défenseur tourmenté de Céline. Et d'ailleurs, la notice que vous avez écrite dans ce recueil le reflète abondamment. Oui, oui. Mais je pense, par exemple, à Delphine de Thon, qui nous dit Céline, devant tout ce cafouillage, je suis sûr qu'il se marre. Alors peut-être, mais Céline n'aurait pas de quoi faire le fier. Et faire le fier avec lui, c'est extrêmement gênant. Il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est se marrer, si vous voulez. Bon, c'est vrai, c'était du cafouillage. Mais un Céline qui se marre est imbuvable. Et quelqu'un qui, au nom de Céline, se marre avec lui, on a l'impression qu'il n'a rien compris non plus au siècle que nous vivons. Un amour, si vous voulez, univoque, revendicatif et indigné de Céline, je pense que n'est pas possible aujourd'hui, Henri Godard. Je distinguerai volontiers entre le rire spontané dans la vie de telle ou telle personne et le rire qui est obtenu par le langage, qui suppose quand même autre chose. Et alors d'un autre côté, puisque nous en sommes à voir ce qui nous indigne les uns et les autres, moi je dois dire que ce qui est très difficile pour moi et qui a été réveillé par cette polémique, enfin par une intervention de cette polémique, c'est une phrase de Luc Ferry dans un article de ces dernières semaines, Figaro, où il écrit l'admiration qui concerne Céline est toujours hautement douteuse. Et là je bondis et je revendique le droit de prendre un plaisir et de défendre mon plaisir et de l'expliquer, de l'analyser, sans qu'on me renvoie ce qu'on m'a renvoyé depuis que j'ai commencé à écrire sur Céline, l'idée d'une vague complicité ou complaisance, etc. Cette phrase m'a... Oui, je serais d'accord avec vous pour penser qu'on a le droit d'admirer Céline, et puis moi j'ai un exemple familial en plus, donc... Mais je voudrais, pour finir, moi livrer un autre sujet, sinon d'indignation, du moins de surprise attristée. C'est quand même que dans ce recueil, eh bien, où il n'y a plus Céline, il reste Johnny Hallyday. Alors c'est sans doute beaucoup plus inoffensif, mais quand même, 1961, c'est la date de la mort de Céline, et c'est la date du premier concert de Johnny Hallyday à l'Olympia. Et là, on se dit, nous nous battons, nous réfléchissons, nous nous demandons comment commémorer, nous pensons avec Alain que commémorer, c'est commémorer les morts et les grands morts, et puis nous avons donc une certaine idée de la culture, mais cette idée, le ministère de la Culture l'évacue gentiment au profit d'une culture omni-absorbante, sociologique tout autant qu'esthétique. Donc la création, ça peut être aussi bien Johnny Hallyday que Céline ou que pas Céline. Et donc là, un autre nihilisme est en marche, sur lequel je suis pas sûr qu'on réfléchisse assez. Oui, bien sûr. Ça, il y a quelque chose d'un tout petit peu ridicule dans cette. Mais en même temps, c'est un peu le genre de ces commémorations de rassembler ce qui doit relever d'une culture populaire ou d'une culture plus lettrée. Enfin, je suppose que c'est le souci du ministère de la Culture. Ce n'est pas le mien, et je pense que la coïncidence des deux est tout à fait désastreuse, mais je fais le crédit, disons, aux édiles qui ont préparé ce bulletin des commémorations, à dire on va essayer de ratisser le plus large possible. Ah oui, c'est sûr, c'est ce qu'ils veulent, ratisser large au nom de la culture pour chacun et contre l'intimidation sociale par la haute culture. Mais alors, vous avez raison, j'aurais dû demander quelles étaient la liste des commémorés avant d'accepter. Ben voilà, parce que Céline n'a rien à faire avec Johnny Hallyday, mais pas non plus Jean Quérol ou Nicolas Boileau pour citer en général, je fais attention, mais vous voyez. Voilà. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Bien, écoutez, maintenant, il me reste à vous remercier pour cette discussion, Henri Godard et Patrick Kéchichian. Henri Godard, vous allez publier au mois de mai une biographie de Céline chez Gallimard, qui s'intitulera tout simplement Céline, comme toutes les grandes biographies. Et dans lequel tous les aspects seront évoqués, y compris le racisme, etc. Bien. Alors... Car quand même, il est un exemple privilégié pour l'analyse
l'analyse du racisme. Au moins ça. Au moins ça. Et plus que ça aussi. Alors je voudrais citer également la réédition aux éditions textuelles d'un fort beau coffret de 2 ouvrages que vous avez rédigés, Henri Godard, un autre Céline. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Jedwabne 1941, la mémoire d'un pogrom dans la Pologne d'aujourd'hui. Mes invités sont Anna Bicont et Jean-Charles Chourec. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. Dans un instant, concordance des temps, la responsabilité morale de l'écrivain sous la Troisième République. Jean-Noël Jeanneney s'entretient avec Gisèle Sapiro. Et à 19h, en direct et en public du Théâtre de la Ville, vous pourrez suivre Mauvais genre, Céline, l'écriture et l'esthétique de François Angelier. Une semaine après la fin des réjouissances, le festival de